Domnule președinte, îmi face o deosebită plăcere să vă avem astăzi aici oaspete la București. Vizita de stat de azi este o puternică reconfirmare a importanței pe care o acordăm la Paris și la București relației de parteneriat strategic dintre Franța și România. Și în cursul convorbirilor pe care le-am avut, domnule președinte, noi doi, cred că putem să spunem de pe acum că avem un parteneriat strategic aprofundat sau intensificat și că lucrăm la această relație foarte specială. Este o relație care constituie o prioritate de prim rang pentru țara noastră. Am confirmat consecvent acest lucru în cei 136 de ani de relații diplomatice și nu numai. Istoria cooperării și prieteniei tradiționale dintre poporul francez și poporul român datează însă de mult mai mult timp. De asemenea, mă bucur că vizita are loc în anul în care aniversăm 25 de ani de la semnarea, pe 20 noiembrie 91, a Tratatului de Înțelegere Amicală și Cooperare între România și Franța. Vizita și dialogul avut astăzi confirmă o relație privilegiată, foarte solidă, cu potențial foarte generos, în valorificarea căruia ne implicăm în permanență împreună. Avem un parteneriat excepțional, caracterizat de un adevărat reflex de cooperare, a cărui funcționare este bazată pe încredere și orientată înspre rezultate tangibile. Împărtășim aceeași viziune despre dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic și am examinat astăzi primele rezultate obținute în aplicarea obiectivelor foi de parcurs a parteneriatului nostru, foaie de parcurs actualizată în iunie acestui an la Paris. Și în acest context pot să spun că am fost amândoi de acord și mulțumiți să intensificăm dialogul care până acum a fost în domeniul miniștrilor de externe axat pe o colaborare, o corelare pe probleme de politică externă. Împreună am decis că este cazul să ridicăm acest format la un nou nivel, la nivelul miniștrilor de externe și de apărare, având în vedere multiplele dosare în care Franța și România au abordări comune și potențial de a găsi împreună soluții. Am discutat cu înaltul oaspete francez despre nevoia de a susține și aprofunda numeroase aspecte de succes ale cooperării sectoriale, unde aș menționa în mod expres dimensiunea economică. Cooperarea bilaterală în acest domeniu va primi un impuls suplimentar și cu ocazia acestei vizite, prin organizarea astăzi a forumului economic intitulat Parteneriatele franco-române de viitor, întâlnire la care vom avea plăcerea de a participa, domnul președinte Hollande și cu mine. Mă bucur că domnul președinte va vizita astăzi și uzina Airbus Helicopters de la Brașov, Kimbaf, un proiect care va avea, sunt convins, același succes pentru noi pe care îl are deja proiectul de tradiție Dacia Renault. Am convenit că este necesar să valorificăm și potențialul de diversificare a relației noastre bilaterale, mai ales în domenii de excelență, cum sunt inovarea și cercetarea științifică. Mă bucur că avem prilejul de a vizita împreună, imediat după această întâlnire,
împreună cu domnul președinte Hollande, Centrul de Cercetare a Infrastructurii Luminii Extreme Fizică Nucleară de la Măgurele. Sunt convins că în acest domeniu cooperarea dintre România și Franța are posibilități deosebite de dezvoltare și cred în transformarea ei într-o nouă poveste de succes. În acest sens, astăzi va fi semnat la Măgurele un document important de cooperare privind formarea competențelor în domeniul laserilor de mare intensitate. Tot cu această ocazie va fi semnat și un protocol de cooperare în domeniile educației și formării profesionale între ministerele de resort din Franța și din România. O atenție aparte, discuțiile noastre a fost acordată pregătirii împreună cu partea franceză a sezonului cultural încrucișat, proiect comun prin care vom marca în Franța și în România centenarul creării României moderne 1918-2018. După cum cunoașteți, ne pregătim să participăm, atât președintele Hollande cât și eu, la finele acestei săptămâni, la un summit la Bratislava, summit în cadrul căruia vom discuta despre viitorul Uniunii Europene, un summit în format de Consiliu European. România va participa acolo substanțial și activ la procesul de reflexie demarat la nivelul Uniunii Europene pentru găsirea de soluții constructive și pragmatice, care să recâștige încrederea cetățenilor europeni. Provocările actuale pot fi depășite doar printr-o acțiune comună, solidară, inclusivă a celor 27 de țări membre. Rezultatul dezbaterii care începe la Bratislava trebuie să fie o Uniune mai coezivă, mai pragmatică, orientată spre rezultate concrete, mai flexibile în proceduri, mai aproape de cetățeni. Trebuie să evităm fragmentarea, de aceea e important să ne concentrăm pe acțiuni și obiective care ne unesc, nu cele care ne divizează. E nevoie de asemenea de îmbunătățirea funcționării instituțiilor europene conform competențelor lor, de creșterea transparenței și legitimităților. Trebuie să comunicăm mai mult, mai bine și mai inteligent despre Uniunea Europeană. Cred de asemenea că prioritățile noastre strategice, și aici am fost exact pe aceeași lungime de undă cu domnul președinte Hollande, trebuie să fie securitatea internă și externă a Uniunii Europene, creșterea economică și crearea de locuri de muncă, mai ales la nivelul tinerilor, dar și bugetul Uniunii și piața internă. În contextul Uniunii Europene, domnul președinte Hollande și cu mine am avut discuții și pe dosare sensibile. Am abordat împreună și subliniez foarte constructiv tematica aderării României la spațiul Schengen și, de asemenea, am discutat foarte constructiv și credem că putem să găsim împreună soluții pentru directiva detașării lucrătorilor. Este important de știut că în cadrul întâlnirii de astăzi am avut oportunitatea să discutăm și despre vecinătatea estică, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, regiune în care Franța are o implicare activă în plan politic. Aceste discuții, evident, pentru facilitarea unui dialog constructiv care să conducă la avansarea unor soluții pentru conflictele din regiune. În încheiere, domnule președinte, încă o dată vă mulțumesc pentru vizita pe care o efectuați în România și pentru faptul
că se conturează o colaborare mult mai intensă în beneficiul Franței, a României și, cred, și a Uniunii Europene. Monsieur le Président, d'abord, laissez-moi vous remercier, ainsi que l'ensemble des autorités roumaines, pour l'invitation. C'est la première visite d'État d'un président de la République française depuis 1997, c'est-à-dire depuis Jacques Chirac. Vous m'aviez lancé cette proposition il y a quelques mois, peut-être même davantage, et je suis très heureux de pouvoir ici respecter la promesse que je vous avais faite de venir. Ma réponse à votre invitation, elle est à la hauteur de la relation historique, culturelle, linguistique, économique, scientifique que nous avons tissée génération après génération entre la France et la Roumanie. Et un partenariat stratégique a été défini il y a quelques années, et cette visite d'État doit non seulement le respecter, le mettre en œuvre, mais le renforcer et l'amplifier. Et c'est ce que nous allons illustrer à travers un certain nombre de projets qui aujourd'hui sortent de terre ou sont réalisés. Le premier, Monsieur le Président, c'est ce que nous allons voir ensemble avec le site du laser ELI, c'est-à-dire un site où nos chercheurs de très haut niveau ont été capables de mettre leurs compétences et leurs sciences en commun pour arriver à la lumière extrême. C'est déjà pas facile de trouver la lumière, mais la lumière extrême. Donc, il fallait que des Roumains et des Français puissent se mettre ensemble pour y parvenir. Et à travers cette coopération scientifique, ce sont aussi des liens industriels qui se sont établis, puisque c'est Thales qui participe à la construction d'infrastructures et que nous aurons une suite, puisque entre les chercheurs roumains et les chercheurs français du CNRS, notamment sur le plateau de Saclay, il va y avoir des investissements supplémentaires et des engagements nouveaux qui vont être conclus. La deuxième illustration de ce qu'est le partenariat stratégique, c'est ce que nous allons faire sur le site de Brașov, l'usine d'hélicoptères Airbus, et qui s'inscrit à la fois dans ce que nous voulons montrer ensemble, France et Roumanie, c'est-à-dire notre volonté de coopérer en matière de défense. Dans le cadre du partenariat stratégique, le président Iohannis a dit que nos ministres des Affaires étrangères se retrouvaient régulièrement. Eh bien, il en sera de même pour nos ministres de la Défense. Face à des menaces qui existent, face à des réponses qui doivent être formulées, également dans le cadre de l'Europe de la défense, nous voulons que nos deux pays puissent régulièrement échanger leurs informations et surtout leur analyse et mettre en commun des politiques, parce que notre objectif, c'est de construire une industrie européenne de la défense. La France, depuis plus de 20 ans, a compris que la Roumanie voulait se développer, que la Roumanie voulait s'ouvrir, que la Roumanie voulait s'intégrer à l'Union européenne. Et la France a toujours été aux côtés de la Roumanie. Aujourd'hui, il y a près de 500 entreprises françaises qui sont présentes en Roumanie et qui contribuent à l'emploi de plus de 100 000 Roumains. Et dans le cadre de cette visite, je ferai en sorte que nous puissions mettre la France en situation de répondre à tous les besoins de l'économie roumaine. Aussi bien pour les nouvelles technologies, il y a de nombreuses start-up françaises qui sont là en Roumanie, avec, là encore, de jeunes entreprises roumaines, dans le domaine de la transition énergétique, de l'environnement, des transports terrestres, y compris ferroviaires,
de faire en sorte que nous puissions avoir également sur les aéroports, sur tout ce qui contribue à l'aménagement des villes, les réponses qui peuvent être attendues de nos partenaires roumains. Cette visite d'État, c'est aussi mettre en valeur la coopération universitaire de très haut niveau que nous avons pu établir. Il y a plus de 600 accords, partenariats qui existent entre des établissements d'enseignement supérieur français et des établissements supérieurs roumains. C'est considérable. La France est la première destination des étudiants roumains dans le cadre du programme Erasmus. Ils sont plus de 4000 et nous voulons qu'ils puissent être même davantage. Cette attractivité de la France par rapport aux étudiants roumains vient de la francophonie que nous avons en partage. Je n'oublie pas qu'il y a 10 ans, s'était tenu un sommet de la francophonie ici, en Roumanie. Et que la Roumanie, avec ses racines latines, fait en sorte que la langue française, qui est une langue universelle, puisse être enseignée et parlée. 20% des élèves roumains apprennent le français en première langue. Et je remercie les autorités roumaines pour faire autant de place que nécessaire à la langue française. Et 80% des Roumains apprennent le français en langue vivante 2. Alors, dès lors que nous avons ce lien linguistique, nous avons voulu le mettre au service de la culture, de nos cultures. Je sais combien la culture française a été enrichie par des Roumains, parfois contraints à l'exil pendant toute une période, et qui sont venus donner le meilleur d'eux-mêmes pour la France. Ce qui fait que la culture française a une inspiration roumaine, et aujourd'hui, on le voit aussi à travers le cinéma, qui est une grande réussite de la coopération entre la France et la Roumanie, mais aussi qui consacre le talent des artistes et des créateurs roumains. Alors, nous avons décidé, le président Iohannis et moi-même, qu'à l'occasion du centenaire de la naissance de la Roumanie moderne, serait organisée une saison culturelle croisée qui commencerait le 1er décembre 2018 jusqu'en juillet 2019, qui correspondrait d'ailleurs à la période où la Roumanie aurait la présidence de l'Union européenne. Je parle de l'Europe et avec le président Iohannis, nous serons donc à Bratislava dans 3 jours. Nous avons les mêmes priorités. La première priorité, c'est de protéger les Européens, c'est d'assurer leur sécurité, c'est de contrôler les frontières extérieures. Et chaque pays doit faire un effort. Les pays qui sont membres de l'espace Schengen, comme ceux qui n'y sont pas encore, mais qui y aspirent. Et la Roumanie s'est dotée de ce qu'on appelle un programme PNR pour le contrôle de la circulation des personnes qui utilisent les aéroports. La Roumanie s'est dotée donc d'une structure pour suivre les individus qui peuvent mettre en cause notre sécurité. Pour nous, c'est un point essentiel par rapport notamment à la lutte contre les terrorismes. C'est pourquoi les discussions doivent maintenant être menées à Bruxelles pour voir comment les aéroports roumains peuvent apporter très concrètement leur contribution dans le cadre de l'espace Schengen, pour son efficacité. Nous avons aussi voulu que l'Europe puisse avoir des règles, y compris pour assurer la libre circulation. L'Europe, c'est la croissance. Ce devrait être davantage de croissance. L'Europe, c'est l'emploi. Ça devrait être davantage d'emplois, d'où le soutien que nous donnons au plan Juncker et à ce qu'il peut devenir dans les prochaines années et aussi aux investissements qui doivent être facilités. Mais nous avons voulu discuter franchement de la question des travailleurs détachés, parce qu'il ne peut pas être accepté qu'il y ait des fraudes, qu'il y ait des abus qui finissent par entraver la libre circulation. Donc c'est l'intérêt de tous de mettre en cause des sociétés écrans, de punir des employeurs qui abuseraient
de cette situation et qui utiliserait les travailleurs détachés au détriment du travail et de son respect, et qui d'ailleurs ne pourrait qu'encourager les extrémistes et les populistes à mettre en cause l'Europe. C'est donc une cause que nous devons partager ensemble, de manière à ce que la directive sur les travailleurs détachés puisse être corrigée, puisse être modifiée, puisse être révisée, c'est le cas en ce moment, tout en respectant les principes qui nous unissent. J'ai également abordé avec le président Iohannis la question des Roms qui a, à un moment, il y a quelques années, eu des conséquences politiques en France. Cette question a pu, depuis 2012, être abordée et des réponses être trouvées, de part et d'autre, de façon à ce que nous puissions contrôler les mouvements, que nous puissions assurer le retour d'un certain nombre de Roms vers la Roumanie, que nous puissions insérer d'autres dans notre propre pays, dès lors qu'il y a cette volonté, et enfin que nous puissions appuyer les politiques menées par la Roumanie pour lutter contre la pauvreté et permettre justement aux Roms de pouvoir vivre dignement dans leur pays. Et nous aurons à poursuivre dans cette direction. C'est une question, j'allais dire, de dignité, de solidarité et aussi de responsabilité, pour éviter, là encore, qu'il puisse y avoir des utilisations par des xénophobes de cette question. Enfin, le président Iohannis et moi-même, nous avons abordé les sujets internationaux, et notamment l'Ukraine, pour faire valoir que les accords de Minsk sont l'unique solution et leur application l'unique méthode pour aboutir aux résultats que nous cherchons tous, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité et la paix. De la même manière, par rapport aux questions du Moyen-Orient, nous devons appuyer tous les efforts pour la trêve, car ce qui se produit en ce moment même, toujours en ce moment, est une attaque directe à l'égard des droits humains, mais nous devons faire en sorte que la négociation puisse s'ouvrir et déboucher sur une transition politique en Syrie. De la même manière, je veux remercier la Roumanie pour la solidarité dont elle a fait preuve à l'égard de la France après les attaques terroristes, mais aussi par rapport à la présence de soldats roumains en Afrique pour nous venir en soutien dans le cadre des opérations internationales, aussi bien au Mali qu'en Centrafrique. C'est aussi ça la solidarité européenne. L'Afrique, c'est un continent d'avenir, mais il y a des risques pour sa sécurité, pour son développement, donc nous devons agir. Ce sera également un des thèmes de Bratislava. Enfin, j'ai souhaité, comme je le fais partout, que l'accord de Paris sur le climat puisse être ratifié à la fin de l'année. Nous avons obtenu déjà des succès. La France a été la première, mais ça, c'était son devoir. La Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, bref, il nous faut avoir une Europe qui, à la fin de l'année, puisse être en situation d'être partie prenante de l'application, de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour toutes ces raisons, je suis vraiment très heureux d'être ici en Roumanie, parce que c'est bien sûr un pays européen, mais ce n'est pas un pays européen aux yeux de la France comme les autres. C'est un pays où nous avons tellement de racines communes, tellement de cultures à partager et tellement de liens qu'en étant ici en Roumanie, j'ai le sentiment d'être aussi, merci grâce à vous, un peu chez nous. Messieurs les présidents, bonjour. Hervé Asquin de l'agence France Presse. Une question d'abord pour vous, Monsieur Hollande. Vous étiez à Athènes vendredi dernier et vous rencontrerez la chancelière allemande Angela Merkel jeudi prochain. Quels sont les points de divergence qui restent à régler entre ces deux blocs, le sud de l'Europe et je dirais le nord, avant le sommet de Bratislava? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Allemagne soutient désormais
votre projet de doubler le plan Juncker. Subsidiairement, et toujours à propos de M. Juncker, il a souhaité saisir un comité d'éthique au sujet de l'embauche de son prédécesseur par Goldman Sachs. Soutenez-vous cette initiative? Pensez-vous qu'il faut aller plus loin encore? Et vous, Monsieur Ioannis, une question sur l'espace Schengen, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'après cette rencontre, vous avez le sentiment que vous vous rapprochez d'une adhésion à cet espace? Est-ce que vous pensez que vous avez le soutien de la France et que cette perspective se rapproche? Merci. L'Europe, elle ne fonctionne plus avec des blocs. Ça, c'est l'histoire. C'est fini. L'Europe, elle s'est unie. Elle s'est unie parce qu'elle partage, ou elle doit partager, les mêmes valeurs, les mêmes engagements, les mêmes perspectives. Elle ne s'est pas unie simplement pour que chacun vienne trouver dans le budget européen sa juste part. L'Europe a affronté une situation extrêmement difficile à travers la question des réfugiés, qui a montré des différences, incontestablement, mais qui aujourd'hui doit nous rappeler que c'est à travers les principes de Schengen, la protection des frontières, que nous devons trouver la solution, y compris en accordant l'asile à des femmes, à des hommes qui relèvent de cette protection. Et ça, c'est le principe même qui unit l'Europe. Donc, nous nous retrouverons à Bratislava pour assurer la sécurité et la protection, et notamment des frontières. C'est ce que la France et l'Allemagne, l'Italie s'est également jointe à nous, nous avons posé. Nous devons faire en sorte, et nous venons d'en parler avec le président Ioannis, que la défense européenne ne soit pas simplement une invocation, mais puisse se marquer à travers des étapes. Et par exemple, il y a déjà un plan commun qui a été présenté par les ministres de la Défense français et allemands. Et avec la Roumanie, par exemple, nous mettons en place les bases d'une industrie de défense. Donc la première priorité de Bratislava, c'est de savoir pourquoi nous sommes ensemble, maintenant à 27, puisque les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. Qu'est-ce que nous portons comme valeur, comme principe et comme projet? Et donc, nous devons assurer la protection des Européens et également, nous devons faire en sorte que l'Europe ait une ambition de prospérité, de croissance, d'investissement, d'où l'enjeu du plan Juncker. Et je souhaite qu'il puisse être doublé de manière à ce que, au cours des prochaines années, nous ayons toujours un courant d'investissement qui permette de préparer l'économie de demain, et notamment dans les domaines du numérique ou de la transition énergétique. Et puis l'Europe doit être un espoir. Si elle n'est plus un espoir, elle n'est plus l'Europe. Elle a été longtemps un espoir pour ceux qui n'y étaient pas dans l'Europe. Elle a été un espoir pour ceux qui y étaient, parce que c'était justement un marché qui s'ouvrait, une monnaie qui se construisait, et puis la paix qui avait été assurée, et ce que l'on pouvait penser être la capacité pour l'Europe de se faire entendre dans le monde. Et oui, cet espoir s'est, disons, dissipé. Eh bien, pour que nous puissions le renouveler, les jeunes générations doivent être les priorités de l'Europe. Mobilité, culture, recherche, capacité de pouvoir se former et de disposer d'un emploi. Et c'est aussi la priorité que je porterai à Bratislava. Et je pense que nous ne serons pas seuls, puisque avec la chancelière et avec Matteo Renzi, nous avons déjà établi ces lignes. Nous venons de le faire avec le président Ioannis. Je recevrai Madame Merkel avant même le sommet de Bratislava. Et ce seront ces objectifs-là, et avec un agenda que nous devrons fixer jusqu'à l'anniversaire du traité de Rome,
parce que je pense que ça doit être le point où nous pourrons montrer qu'une nouvelle impulsion a été donnée à l'Union européenne. Voilà pour les questions sur ce que vient de décider M. Juncker par rapport à la situation de M. Barroso. Je m'étais déjà exprimé quand l'information avait été rendue publique. J'avais exprimé non seulement mon étonnement par rapport au choix professionnel de M. Barroso, mais également mon exigence que les règles éthiques puissent être respectées et que tout conflit d'intérêts puisse être écarté. Parce qu'aller chez Goldman Sachs, quand on sait que c'est Goldman Sachs, pas seulement, qui a été une des causes des difficultés que nous avons pu rencontrer, ça justifiait une procédure. C'est celle que M. Juncker vient d'engager et j'appuie entièrement son initiative. În chestiunea Schengen, România este sprijinită de Franța. Am discutat această chestiune astăzi cu președintele Hollande și cred că acest demers se înscrie într-un demers foarte solid și sustenabil în cadrul Uniunii Europene. Tot vorbim despre viitorul Uniunii Europene și atunci cred că este important să ne punem întrebarea: ce așteaptă europeanul de rând, cetățeanul de rând de la Uniunea Europeană? Și eu cred că așteaptă două lucruri: prosperitate și securitate. Chestiunea securității externe și interne este evident nu doar în atenția cetățenilor europeni, alegătorilor, ci este în același fel sau poate chiar mai mult în atenția noastră a politicienilor. Și aici, dacă vorbim despre securitatea externă, este clar că o bună parte din concept se referă la asigurarea graniței externe a Uniunii Europene. România, în momentul de față, din păcate, nu este încă membra a spațiului Schengen și așa trebuie să ne îngrijim noi singuri de granițele noastre, dar dacă am trage o concluzie despre felul în care România s-a comportat în timpul crizei migrației, de exemplu, cu toată modestia, trebuie să spun că am făcut față foarte bine acestei situații. Acest lucru arată că România știe foarte bine cum să apere granița externă a Uniunii Europene și România acționează de mult timp deja ca un membru de facto al spațiului Schengen, fiind implicată în toate formatele care se preocupă de spațiul Schengen și de securitatea granițelor. Și în acest sens, așa cum a subliniat și domnul președinte Hollande chiar acum câteva minute, este în beneficiul Uniunii ca România să vină cu expertiza ei în acest spațiu. Evident că din motive practice acest lucru nu se poate realiza probabil dintr-o dată. Și așa cum a subliniat președintele Hollande, trebuie să facem cât de curând demersurile potrivite la Bruxelles pentru a beneficia toată lumea de securitatea aeroporturilor românești, adică aeroporturile, programul PNR, securitatea în aeroporturi sunt la standardele cele mai înalte europene și ar fi benefic pentru toată lumea ca acest pas să se facă cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ar fi în beneficiul evident al schimbului economic reciproc, ar fi în beneficiul turismului, de ce nu? Ne pregătim pentru acel sezon cultural încrucișat, vor fi mulți interesați, mulți artiști care vor vrea să călătorească
între țările noastre sunt doar câteva din exemple și beneficiul de securitate ar fi însemnat. Deci, pe scurt, da, ne simțim sprijiniți de Franța. Bună ziua, Carmen Gavrilă, Radio România. Cât de repede putem avea o armată europeană și dacă ea ar putea să aibă și atribuții de securizare a granițelor externe ale Uniunii? Mulțumesc. Pe cine întrebați? E întrebarea pentru amândoi. Comună. Mulțumesc. Monsieur le Président, s'il vous plaît. La sécurité, la défense, ça commence par la protection des frontières. Et nous avons déjà augmenté le nombre de gardes-côtes, de gardes-frontières, et la France y a pris sa part. Et dans les prochains mois, nous devrons encore augmenter ces effectifs. La protection, la défense des frontières, c'est aussi des bateaux qui peuvent, en Méditerranée, sauver des vies. Et c'est ce que ces opérations permettent de faire et repousser un certain nombre d'embarcations qui n'ont pas à venir jusqu'en Europe et surtout lutter contre les passeurs et les filières et arrêter ceux qui sont à la tête de ces trafics. Après, qu'est-ce que nous devons faire au titre de l'Europe de la défense? Premièrement, nous devons investir davantage. Les efforts qui sont ceux des principaux pays européens ne sont pas suffisants. La France fait sa part, la France est le premier budget de défense de l'Europe, mais nous devons faire que tous les pays consacrent davantage qu'aujourd'hui pour la défense au sens le plus large du terme. Mais en termes d'investissement, en termes justement de capacité, en termes de technologie, et deuxième effort que nous devons organiser, que nous devons consentir, la France là aussi, elle a déjà pris ses responsabilités, c'est la projection des forces. C'est ce que nous devons faire lorsqu'il y a une opération internationale qui est décidée ou lorsqu'il y a une situation de très grande urgence, de pouvoir déployer des forces communes à l'extérieur même de nos frontières. Voilà les principes qui doivent organiser l'Europe de la défense dans le cadre de l'Alliance. Mais nous devons bien prendre conscience que la lutte contre le terrorisme exige qu'il y ait, de la part des Européens, une organisation qui puisse être différente du passé. Nous sommes dans un autre moment stratégique. Et il y a des menaces qui justifient que l'Europe puisse maintenant franchir une étape nouvelle dans l'organisation et le financement de sa défense. România este de acord și sprijină această inițiativă franco-germană, domeniul apărării comune. Este clar că avem nevoie de o mai bună coordonare, avem nevoie de o mai bună dotare și avem nevoie de o revigorare în continuare a industriei de apărare în Europa. România este conștientă de aceste lucruri și pregătită să participe. În același fel, cred că este bine să spunem că nu dorim să dezvoltăm o inițiativă care înlocuiește formatul NATO, ci dorim o inițiativă care vine în completarea și lucrează împreună cu formatul NATO, lucru care cu siguranță va duce la o îmbunătățire netă și pentru termen foarte lung a capacității Uniunii Europene de a se apăra și de a interveni în zone de criză. Monsieur le Président Iohannis, bonjour. Monsieur le Président de la République française, bonjour. Jean-Jérôme Bertolus, ITélé. Cette question s'adresse plutôt à vous. Sur Alstom, de hauts responsables de l'opposition accusent l'État d'aveuglement compte tenu de sa participation. Alors la question est, pourquoi effectivement n'avoir pas su anticiper effectivement la décision d'Alstom? Comment l'exécutif et Bercy n'ont pas su anticiper? Et aujourd'hui, est-ce vraiment le rôle de l'État de faire
pression sur les entreprises qui passent des appels d'offres pour qu'elles tentent de sauver le site de Belfort? Et une question incidente, vous aviez promis de revenir chaque année à Florange. Alors quand est-ce qu'allez-vous retourner à Florange? La question est finalement actuelle, non pas simplement par ce qui a été annoncé dans la précipitation et sans concertation par la direction d'Alstom, mais parce que Alstom est présente ici en Roumanie. Et je vais défendre la position d'Alstom ici en Roumanie par rapport à des perspectives d'appel d'offres qui auront des retombées et pour la Roumanie et pour la France. Alstom est une entreprise privée qui doit, pour beaucoup, son activité aux commandes qui peuvent être adressées par des entreprises publiques ou par des régions ou par des collectivités ou par ce que nous pouvons avoir comme contrat à l'exportation. J'ai fixé l'objectif. L'objectif, c'est d'assurer la pérennité du site de Belfort-Alstom pour les prochaines années. Pas simplement pour les 2 ans qui viennent, non, pour les prochaines années. Et ça suppose une mobilisation de tous. Ce n'est pas d'avoir un pourcentage dans le capital qui nous permet d'en être sûrs. Nous sommes très minoritaires. C'est de dire très clairement que le groupe Alstom doit prendre conscience de ce qu'il représente à l'échelle du monde et que le site de Belfort peut être conforté à travers un certain nombre de prises de commandes dans le cadre des marchés qui existent et qui doivent être accélérés. C'est ce que le gouvernement fait. Et je pense que ceux qui parlent devraient considérer que leur premier devoir, c'est de soutenir les efforts du gouvernement pour assurer à Alstom et au site de Belfort en particulier son avenir. Mais je l'assure ici, tout sera fait pour que le site de Belfort puisse être pérennisé. Pérennisé, ça veut dire pour de nombreuses années. Vous me posez la question sur Florange. Florange, qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet dont on vient de parler, c'est ArcelorMittal. J'ai fait en sorte que les engagements qui aient été pris, puisque le Haut-Fourneau était déjà à l'arrêt, puissent aboutir à ce qu'il y ait plus de 180 millions d'euros d'investissements supplémentaires sur Florange et qu'il n'y ait aucun licenciement et même aucun plan social et que tous les personnels soient reclassés. C'est le cas. Il y a plus de 190 millions d'euros d'investissements qui ont été engagés. Les personnels ont pu être reclassés. Un centre de recherche public qui associe des partenaires privés est en ce moment en construction et j'irai moi-même en constater l'avancement et, si possible, l'inauguration dans les prochaines semaines. Bună ziua, Sebastian Zacman, Ziarul Adevărul. O întrebare pentru ambii președinți. Cum vă veți asigura că armata europeană nu va concura activitatea NATO? Nu există un pericol ca această armată europeană să dubleze, să slăbească mai degrabă interesele NATO? Mulțumesc. Je n'ai pas eu la traduction et même si je comprends parfaitement le roumain, je préfère pour être sûr qu'on me donne la bonne version. Deci, întreb din nou. La traduction m'arrive. Cum vă veți asigura că armata europeană nu va dubla, nu va concura activitatea NATO? Nu există pericolul ca această armată europeană să slăbească ceea ce înseamnă NATO acum, în clipa de față? Mulțumesc. Oui. J'ai bien fait de demander la traduction pour que je sois aussi précis que possible. Les pays européens, la plupart, appartiennent à une alliance, l'OTAN. Et nous entendons tous y rester et y prendre notre part et y jouer notre rôle. Mais dans le cadre de cette alliance, l'Europe doit elle-même s'organiser.
Elle ne peut pas dépendre d'une puissance amie extérieure. Elle doit avoir les capacités militaires, elle doit avoir les industries, elle doit avoir les forces de projection qui lui permettent, dans le cadre de l'Alliance, d'agir. On ne va pas faire deux organisations, c'est dans la même alliance que nous devons porter cette Europe de la défense. Mais si nous attendons tout de nos alliés, nous risquons d'être à un moment menacés, ou en tout cas incapables de décider de manière autonome de nos choix. Et la France, elle est très attachée à la fois au respect de l'Alliance et à l'autonomie stratégique qui doit être la nôtre. Et je pense que tous les pays européens veulent avoir cette bonne intelligence au sein de l'Alliance, mais en même temps prendre toute leur part. J'étais donc au sommet de l'OTAN, le président Iohannis y était avec moi, et c'est cette ligne stratégique qui a été développée. În primul rând, garanția constă în faptul că nu se dorește așa ceva. Apărarea europeană este o temă importantă, foarte importantă. Securitatea externă trebuie garantată. Pe de altă parte, avem foarte multe programe și proiecte NATO și ceea ce se dorește nu este o concurență sau o înlocuire, ci o sinergie între inițiativele europene și inițiativele NATO în beneficiul și unora și altora.